les montagnes sauvages d'Asie centrale et ses plaines déchirées par la guerre, subsistent les témoignages fascinants d'un monde antique. Ici, il y a 2300 ans, Alexandre le Grand est devenu le premier Européen à régner sur l'Orient. Lors d'une campagne épique, les Grecs de l'Antiquité ont écrasé l'Empire perse, marquant un véritable tournant dans l'histoire de l'humanité. Sur les rives du puissant fleuve Oxus, Alexandre a découvert une civilisation orientale très développée. Je suis David Adams, photojournaliste, et j'ai décidé de suivre les traces de ce monde antique, qui a aujourd'hui presque entièrement disparu. Voici ma quête du monde perdu d'Alexandre. L'extrême est de l'Afghanistan. L'une des régions les plus isolées et les plus sauvages de la planète. Pour rejoindre les plaines de l'Inde, Alexandre s'est lancé à l'assaut de cols séculaires et de gorges étroites. S'aventurant dans un royaume de cités perdues et de tribus oubliées. Pour la dernière étape de mon voyage, j'ai décidé de remonter aux origines de l'Oxus, l'actuel Amu Darya, pour rencontrer ceux qui se sont eux-mêmes surnommés les enfants d'Alexandre. Ces lieux portent aujourd'hui encore l'empreinte de grands explorateurs européens venus découvrir la source de ce puissant fleuve. Nous y voilà, la source de l'Oxus. J'en ai des frissons. Mais l'important, ce n'est pas la source. Ce sont les extraordinaires civilisations auxquelles elle a donné naissance. Ce fleuve antique est intimement mêlé à l'histoire de nos origines. Il est la source de la civilisation. Au terme de plus de 4 ans de bataille, jalonnée de victoires historiques, Alexandre a vaincu l'armée perse. Son empire s'étend désormais de la Grèce à l'ouest jusqu'au royaume de Bactriane à l'est. Il ne lui reste plus qu'à franchir les cols afghans pour atteindre son objectif ultime, la conquête de l'Inde. Depuis l'époque d'Alexandre, ces montagnes inhospitalières et reculées sont restées les mêmes. Après avoir traversé la vallée de l'Oxus, nous nous engageons dans le corridor du Wahan. Cet étroit couloir de 300 km de long, entrecoupé de pics vertigineux, marque la frontière entre les massifs du Pamir et de l'Hindou-Kouch. Il est bordé au nord par le Tadjikistan et au sud par le Pakistan. Les témoignages des soldats survivants parlent peu de l'itinéraire choisi par Alexandre dans le dédale de routes anciennes sillonnant ces vallées de montagne. Une chose est sûre, les moyens de transport de l'époque n'avaient rien de comparable avec ceux d'aujourd'hui. C'est la première fois que je vois des chameaux de Bactriane à part aux eaux. C'est incroyable, ils les laissent en liberté et quand ils en ont besoin, ils s'en servent comme bêtes de somme et ils les emmènent plus haut dans le Pamir. C'est fascinant. L'idée de mener campagne de la Bactriane jusqu'en Inde a été inspirée à Alexandre par l'histoire de l'un de ses héros, le dieu Dionysos.
Cette mosaïque antique représente le retour triomphant du dieu grec depuis l'Inde. En marchant sur ses pas, Alexandre espérait atteindre l'immortalité. Nous nous dirigeons vers un petit village du nom de Sarad. C'est l'ancien terminus des caravanes d'Asie centrale, véhiculant hommes, marchandises et idées entre l'Orient et l'Occident. Comme disait mon cher père, quand tu arrives au bout, arrête-toi. Et la route s'arrête ici, à Sarad. Maintenant, il faut marcher. Sarad n'est pas un village ordinaire. C'est le pays des Wakhi, un peuple qui vit ici depuis des temps immémoriaux. Ces gens s'estiment être les descendants d'Alexandre lui-même. 2300 ans se sont écoulés depuis que les Grecs ont traversé ces montagnes, mais aujourd'hui la légende d'Alexandre est toujours bien vivante. L'origine des Wakhi a toujours été un mystère. Pratiquant l'agriculture de subsistance, ces nomades cultivent leurs terres au printemps et remontent la vallée en été pour gagner les pâturages d'altitude. D'après la légende, le sang d'Alexandre le Grand coulerait dans leurs veines. J'ai l'impression que c'est la première fois qu'on les prend en photo, ou qu'ils se voient sur un appareil. Lorsqu'on regarde le visage de ces enfants, on comprend aisément d'où vient le mythe. Leurs traits diffèrent de ceux des Afghans que nous avons rencontrés jusqu'à présent dans les plaines, et certains arborent de beaux yeux bleu-vert. Alexandre et ses soldats auraient-ils engendré des enfants dans ces villages? J'aimerais y croire, mais ce n'est probablement rien d'autre qu'une idée romantique. L'un des biographes d'Alexandre, Quinte Kurs, raconte qu'en 327 avant Jésus-Christ, le puissant roi est tombé sur une tribu montagnarde dans une vallée voisine. Alors que son armée s'apprêtait à assiéger la petite ville, il s'est ravisé, faisant des membres de la communauté les enfants de son héros, le dieu Dionysos. Les tribus montagnardes comme les Wakhi étaient donc déjà là à l'arrivée des Grecs. Alors, s'ils ne sont pas les enfants d'Alexandre, de qui descendent-ils? Leur langue et leur tradition culturelle suggèrent que leurs origines remontent à une époque bien antérieure à celle de la civilisation grecque. Des études récentes sur le génome ont révélé que le village de Sarad est situé sur l'une des principales voies de migration empruntées par nos ancêtres. Il y a 30 000 ans, un peuple primitif vivait ici. Au fil de milliers d'années, avec l'évolution du climat, ses descendants ont été contraints de migrer vers des contrées plus tempérées, en Europe et en Asie. En l'an 6000 avant Jésus-Christ, certains se sont installés sur les rives fertiles de l'Oxus. D'autres ont gagné la vallée de l'Indus, en Inde. Leurs croyances et leurs techniques se sont répandues. En 2000 avant Jésus-Christ, à l'âge du bronze, les premières grandes cités fluviales dominaient le monde, changeant le cours de l'histoire.
Je suis convaincu que des tribus comme les Wakis sont les descendants des premiers hommes qui ont occupé ces pâturages d'altitude. Afin de retracer leur histoire, j'ai décidé de localiser la source de l'Oxus, l'actuel Amu Darya. Les Wakis vont me guider sur les hauteurs du Pamir pour explorer leurs anciennes terres et remonter aux origines du fleuve. L'expédition va durer 1 mois. Il n'existe aucune route, aucun point de ravitaillement. Il faut emporter tout le nécessaire. Kipling a dit « L'Orient est l'Orient et l'Occident est l'Occident. Les deux ne se rencontreront jamais. » Et pourtant ici, à Sarad, ils se rencontrent bel et bien. Les grandes caravanes convergeaient ici. Celles qui venaient de Chine déchargeaient leurs marchandises, d'autres les prenaient et les transportaient vers l'Oxus, la ville de Baïk, et jusqu'en Europe. Il devait y avoir des centaines de caravanes comme celle-là qui partaient pour le massif du Pamir ou dans la direction opposée. C'est donc une longue tradition qu'on perpétue aujourd'hui en attelant les bêtes et en partant dans la montagne. Nous sommes en été. Alexandre et ses 22 000 hommes, eux, ont franchi les cols menant vers l'Inde en plein cœur de l'hiver. C'était un pari risqué. Dans ces conditions extrêmes, les troupes macédoniennes risquaient bien moins de tomber dans une embuscade tendue par des tribus hostiles. Mais avec des températures allant jusqu'à moins 40 degrés, ces hommes ont certainement payé un lourd tribut. D'autant qu'ils n'étaient pas équipés comme nous le sommes. Vous vous demandez probablement pourquoi il faut autant de chevaux et d'hommes pour un seul Ferenj, un étranger blanc. Il y a 16 chevaux, 16 palefreniers, 4 porteurs, plus nos 5 techniciens. Mais il faut beaucoup de matériel pour ce genre d'expédition. Quand on trimballe des générateurs, des trousses de secours, on augmente le nombre de chevaux, ainsi que le nombre d'hommes, et la caravane s'allonge. Ceci explique cela. Pourtant, notre caravane est modeste comparée à l'imposant train de bagages d'Alexandre. Assurer l'approvisionnement des régiments et avancer sur un tel terrain constituait un extraordinaire exploit. Alexandre n'avait pas essuyé une seule défaite jusqu'alors. Mais les hommes des tribus frontalières lui ont donné du fil à retordre. L'armée macédonienne a pourtant survécu à 6 mois de marche harassante à travers ces vallées abruptes. Sans le contrôle de ces passages, Alexandre n'aurait jamais pu protéger son empire en constante expansion. Il s'agissait d'une région stratégique pour laquelle il valait la peine de se battre, et même de mourir. Il est l'heure de dresser le camp pour la nuit. Pas de tente pour les Wakis, qui, contrairement à moi, sont endurcis au froid. Leurs arrière-grands-pères ont très probablement servi de guide à un ambitieux explorateur danois, venu ici il y a un peu plus d'un siècle, en 1898. Dénommé Ole Olufsen, cet homme cherchait lui aussi la mystérieuse source de l'Oxus. Il était convaincu que ces eaux avaient favorisé l'apparition des tout premiers ancêtres des Wakis.
Nous atteignons les 4000 mètres d'altitude. Pour moi, chaque pas est un effort. J'espérais qu'on allait suivre le fleuve. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de montées. Ils appellent ça le serpent parce que ça zigzague et ça monte rudement fort. Les Wakis connaissent le chemin par cœur. Chaque année, ils mènent leurs moutons sur les pâturages et commercent avec les tribus nomades. De nos jours, ces échanges sont peu lucratifs, mais cela n'a pas toujours été le cas. Après 2 jours de marche difficile, nous atteignons les hauts plateaux du Lang-Ar. À l'époque des premiers ancêtres des Wakis, le climat de cette région était très différent. Les scientifiques pensent qu'il y faisait probablement 5 degrés de plus qu'aujourd'hui. D'anciens champs en terrasse et des canaux d'irrigation ont été découverts dans ces montagnes. Vieux de milliers d'années, ils témoignent de l'existence de cultures permanentes. À en croire Ole Olufsen, des hommes vivaient ici avant même l'apparition de la plus vieille religion de la région, le zoroastrisme. Le Danois puisait certaines de ses idées dans l'Avesta, le livre sacré des Zoroastriens. Cet ouvrage décrit une montagne mythique, le mont Hara, ainsi qu'un puissant fleuve coulant à ses pieds. En arpentant la région, l'explorateur a fait le parallèle avec le massif du Pamir et les plaines fluviales de l'Oxus. Il est certain que ces terres formaient ce que les Zoroastriens appelaient le jardin de nos premiers parents, autrement dit, le jardin d'Éden. En observant pour la première fois ce paysage étonnant, je ne peux pas m'empêcher de lui donner raison. Alors que nous poursuivons notre ascension, nous entrons dans un monde totalement différent. Le Bami Danya, le toit du monde. Ici se dresse une série de tombes, mais personne n'est capable de les dater précisément. Ça n'a pas l'air d'être des tombes musulmanes. C'est difficile de dire si les corps sont tournés vers la Mecque parce qu'ils ont été déplacés. Mais ils ont l'air d'être beaucoup plus vieux. Cet endroit est absolument fascinant. Il s'est passé un certain nombre de choses ici. Les tombes et le sanctuaire remontent à la même époque. Ils sont peut-être chinois. Ces drapeaux sont islamiques. Les cornes remontent à une époque bien plus ancienne, où les gens vénéraient des boucs ou d'autres bêtes à cornes. Il n'est pas étonnant que des lieux de sépulture tels que celui-ci reflètent un mélange d'influences religieuses. Ce coin sauvage et isolé d'Afghanistan a constitué durant des milliers d'années l'une des voies les plus courues d'Asie centrale. En 327 avant Jésus-Christ, lors du passage d'Alexandre dans la région, cette vallée devait fourmiller de marchands et de caravanes. Ces hommes faisaient la navette entre les villes de la Bactriane dans les plaines de l'Oxus. Ces villes étaient de prospères citadelles
avec de magnifiques temples zoroastriens. Déjà bien établie à l'âge du bronze, encore florissante à l'arrivée des Grecs. Le réseau de routes commerciales s'étendait dans toute la Bactriane. Outre les hommes et les techniques, y circulaient des marchandises comme l'or, les épices et l'opium, expédiées jusqu'aux villes de la vallée de l'Indus, en Inde, Babylone, en Mésopotamie, Thèbes, en Égypte, ou encore Athènes, en Grèce. Grâce à ces voies de communication vitales, les Grecs ont commencé à bâtir leur empire en Orient. Aujourd'hui, bien peu de marchandises et d'hommes transitent encore par ces cols. Seul le commerce de l'opium est en plein essor. La plus grande partie du trafic mondial vient d'Afghanistan. La drogue est passée en contrebande dans le Tadjikistan avant d'être acheminée vers l'Occident. Mais une bonne part reste dans ces montagnes. Ces Afghans vendent plus d'une centaine de moutons par an pour s'approvisionner en opium. En fin d'après-midi, nous arrivons à Jajgoz, un campement appartenant à des nomades kirghizes qui ont élu domicile sur le toit du monde. Le voyage s'arrête là pour les Wakhi. Jour de paix, un truc universel. Leur rétribution est calculée en fonction du poids des paquetages et de la durée de l'expédition. Chacun empoche une bonne poignée de billets. Notre guide, Shafi, doit tout régler et distribuer nos pourboires sans offenser qui que ce soit. Enfin, contents de leur sort, les Wakhi reprennent le chemin du retour. De mon côté, je fais connaissance avec mes nouveaux hôtes, la famille du chef de la tribu locale, Haji Osman. Les Kirghizes sont arrivés du nord par ces routes commerciales il y a seulement 200 ans, bien après le départ des premiers groupes de peuplement. Leur mode de vie n'a pratiquement pas évolué, à quelques exceptions près. Nous sommes en juillet, mais la fine couche de neige qui recouvre les montagnes nous rappelle que les longs mois d'hiver ne sont plus bien loin. Cette région possède l'un des climats les plus rigoureux de la planète. Cette famille kirghize survit en élevant des yaks et des chèvres. En haut des montagnes, le choix de nourriture est limité. Alors ce soir, c'est moi qui prépare à manger. J'essaie de concocter des spaghettis alla pescatore. Si je me souviens bien, ce sont des spaghettis avec du poisson. On a du merveilleux thon en conserve, je ne sais pas s'il va être de la même couleur dans la boîte, de bons petits oignons et quelques fines herbes. On va voir ce qu'on peut faire. Je parie que c'est le premier thon qui soit monté jusqu'ici.
Mais je ne sais pas trop ce que mes invités pensent de ce plat typique. Lorsqu'Alexandre et ses troupes ont traversé ces cols de montagne en hiver, la nourriture était extrêmement rare. L'herbe et l'eau pour les bêtes de somme et les chevaux étaient gelés. Menacés de famine et d'hypothermie, les soldats subissaient en outre les attaques éclairs de tribus hostiles. Aux yeux des Grecs, les forteresses semblaient impénétrables. Les pics étaient trop escarpés pour leurs catapultes. Les archers d'Alexandre escaladaient les parois rocheuses et étaient inlassablement repoussés. Blessé à 2 reprises dans une vallée un peu plus au sud, le conquérant a livré contre les hommes de ces montagnes les plus dures batailles qu'il ait jamais menées. J'ai l'occasion de découvrir à quel point il a dû être difficile de combattre à une telle altitude. Aujourd'hui, les Kirghizes se rassemblent pour une partie de Bouchkazi, un jeu de guerre traditionnel auquel j'ai été invité à participer. C'est incroyable. Il y a peut-être 50 ou 60 cavaliers qui arrivent de toutes parts. Partis du Tadjikistan et du Pakistan, ils ont franchi les montagnes pour venir assister à un mariage. Or, au Kirghizistan, aucun mariage n'est complet sans une partie acharnée de Bouchkazi. Le coup d'envoi est donné. C'est une occasion unique de participer à une bataille traditionnelle. Mais sur un des terrains de jeu les plus hauts du monde, j'ai du mal à respirer, sans parler de mener ma monture. Nous livrons une lutte sans merci autour d'une carcasse de bouc. Les cavaliers tournent aussi vite que possible autour d'un piquet et reviennent au centre du terrain. Je finis par m'emparer du trophée. C'est un jeu intense. Et l'altitude pompe toute mon énergie. Lorsque j'abandonne, à bout de force, Hadji me remet la veste du champion. J'imagine que c'est un grand honneur d'avoir reçu cette veste. Mais je ne la mérite certainement pas. Quand on voit ce qu'ils sont capables de faire à cheval, un bon match, ça m'a suffi. Mais eux,
Ils pourraient jouer indéfiniment. C'est incroyable la résistance qu'ils ont. Et la puissance des chevaux, c'est fabuleux. Je n'aurais jamais cru qu'on pourrait tirer autant d'un cheval à 4200 mètres d'altitude. Ces chevaux kirghizes me laissent entrevoir les tourments qu'a dû endurer la cavalerie d'Alexandre. Après des mois de bataille, ce dernier était parvenu à soumettre les tribus montagnardes. Il contrôlait désormais l'une des voies les plus anciennes au monde, mais l'aventure n'était pas terminée. Il lui restait une contrée à conquérir. Le lendemain matin, nous nous préparons à partir. Je veux trouver la source de l'Oxus, le berceau de la civilisation en Asie centrale. Et pour ce faire, je dois localiser son affluent le plus long. Hadji parcourt ces cols depuis 40 ans. Il connaît chaque torrent et chaque vallée. Est-ce que celle-ci est plus petite? Au cours de son expédition, Ole Olufsen a suivi une rivière appelée Bergut. Celle-ci se trouve à 30 km en direction de l'est, vers la frontière chinoise. Il y a 1200 ans, ces terres frontalières faisaient partie de l'Empire tibétain. Par la suite, les Chinois ont commencé à empiéter sur ce territoire. Ce petit monument est un excellent exemple. Les gens du coin considèrent qu'il s'agit d'un site islamique. Selon la légende, on aurait érigé ce temple en l'honneur d'un saint homme qui aurait foulé ce sol. Mais d'après ce qu'on sait, quand les Chinois ont battu les Tibétains, ils sont revenus dans la région et ils ont noté que ce temple était déjà là. C'était en 747, ce qui signifie qu'il est très vieux, probablement bouddhiste. Ça montre que les histoires évoluent au fil du temps. Les livres d'histoire parlent tellement peu de ces terres isolées qu'il est difficile de distinguer l'histoire vraie de la légende. Essayer de déterminer les noms géographiques, par exemple ceux des vallées, des affluents ou des fleuves, est encore plus délicat. Ole Olufsen a apporté un soin méticuleux à ses recherches. Il a mesuré la longueur et le débit de la Bergut et en a conclu qu'il s'agissait de la source de l'Oxus. Mais il a négligé un point essentiel. La Bergut descend des montagnes. Elle rejoint la rivière Waran avant de se jeter dans l'Oxus. L'explorateur a noté la présence d'une autre rivière à l'est de la Bergut, laquelle se jette dans le lac Chakmaktin. Mais il n'a pas pris la peine de l'explorer. Or, cette rivière qui porte aujourd'hui le nom de Chilep est bien plus grosse qu'Ole Olufsen ne le pensait. L'une de ses branches se jette dans le lac, puis décrit une grande courbe en direction du nord, avant de rejoindre l'Amu Darya. Chose remarquable, ces rivières proviennent toutes de la même source, la source Chilep. Voici le beau lac de Chakmaktin. Les Kirghizes l'appellent aussi lac Chilep, comme la rivière. Et il pourrait tout à fait être la source de l'Oxus. L'eau arrive de bien plus haut, de la frontière tadjike. Elle descend la Chilep, se jette dans le lac, puis elle traverse une série de lacs et prend le nom de rivière Aksu. Cette rivière fait un grand coude et devient la rivière Murghab, qui elle-même se jette dans l'Oxus.
Si on suit le bord du lac à pied, c'est pour aller mesurer le volume d'eau qui sort à l'extrémité du lac. On est au mois d'août. C'est la période où la fonte des glaciers est maximale. Et c'est l'idéal pour mesurer le débit réel. Je mesure le débit sortant afin de déterminer s'il est suffisamment puissant pour que le lac soit la source de l'Oxus. Non! Non, non, ne tire pas! Sors de l'eau! Cette méthode peut paraître rudimentaire. Pourtant, elle est tout à fait scientifique. Remets-toi au bout! Vas-y! Vous vous demandez peut-être ce que je fais. J'essaie de mesurer la vitesse du courant. Je vais lâcher cette bouteille et mesurer le temps qu'elle met pour parcourir une certaine distance. J'obtiens ainsi la vitesse du courant. Avec un peu de chance, j'irai plus vite qu'elle. Allons-y. Les chiens fous et les Anglais, comme dit la chanson. Les chiens fous et les Australiens. D'accord. Elle a mis 48 secondes, 37 centièmes. Je suis sûr que ces gars me prennent pour un fou. Mais je sais ce que je fais. Avec ça, je mesure la largeur de la rivière. Et avec ces marques espacées de 30 cm, je mesure la profondeur. Le courant est extrêmement fort. À présent, nous allons mesurer la longueur de la rivière. D'après mes calculs, la Bergut s'étend sur 442 km depuis sa source jusqu'à sa confluence avec l'Oxus. Quant à la Chilep, elle mesure 534 km de sa source à sa confluence. Il semble qu'Ole Olufsen se soit trompé. La rivière la plus longue n'est pas la Bergut, mais la Chilep. En 1911, un séisme d'une intensité de 8 ou 9 sur l'échelle de Richter a provoqué un glissement de terrain qui a fortement endommagé le lit de la Chilep. Si celle-ci était autrefois la source de l'Oxus, il existe probablement aujourd'hui une nouvelle source. Je ne vois qu'une seule candidate possible. La rivière Ouagir, qui coule depuis les pics glacés du Petit Pamir. C'est bon, j'ai mes chiffres. Mais ils ne signifient pas grand-chose tant qu'on n'aura pas rejoint la Ouagir et qu'on n'aura pas comparé les deux systèmes. Et c'est 4 jours de route. Nous cheminons le long des vieilles routes de montagne menant vers la Chine. Ces terres constituent l'une des dernières régions sauvages de la planète. Ce paysage saisissant n'a pas évolué depuis des milliers d'années. Depuis l'époque d'Alexandre, il a conservé son rôle de zone tampon. Au fil des siècles, la région a vu défiler plus d'une armée. La plus récente incursion a laissé des traces visibles. Cette ligne de fil barbelé est le seul vestige de la base secrète de missiles érigée par l'Union soviétique peu après l'invasion de l'Afghanistan en 1979. Durant une centaine d'années, les Soviétiques avaient manifesté un intérêt croissant pour le contrôle des territoires et des routes commerciales de l'Asie centrale. Et personne n'était plus conscient de la menace soviétique dans ces régions que le célèbre explorateur britannique George Curzon.
Homme politique et aristocrate, ce dernier était convaincu lui aussi que l'Oxus était l'un des berceaux de l'humanité. Au terme d'un voyage dans la vallée de la Wagir en 1894, George Curzon est parvenu à la conclusion que cette dernière était la source de l'Oxus. Mais il avait tort. Cette rivière n'est pas aussi longue que la Chilep, même si c'est probablement l'affluent le plus long qui coule aujourd'hui encore. Dans leur pelage d'hiver, les yaks ressemblent à des tapis mal finis. C'est vraiment des animaux merveilleux. Là, c'est la variété sans cornes. Est-ce que c'est une idée ou il y a un petit air de ressemblance? Qu'est-ce que vous en dites? On ne serait pas de la même famille? Salut, cousin. Brave bête. Cela fait maintenant plus de 2 semaines que nous avons quitté Sarad à la recherche de la source de l'Oxus. La pluie et la neige fondue font descendre la température. La progression devient difficile et nous avons dû laisser une partie de la caravane plus bas dans la vallée. Nous dressons le dernier camp avant l'ascension finale, le plateau de la Wagir à 5000 mètres d'altitude. Nous ne sommes plus qu'à 2 km de la frontière chinoise. Il n'y a pas âme qui vive. Pourtant, un abri se dresse dans ce paysage gelé. C'est assez grand là-dedans. C'est ce qu'on appelle un kostrabat, ce qui signifie 2 maisons. Ce sont de très vieux caravansérails. Les caravanes circulaient en plein hiver entre la Chine et l'Afghanistan et elles avaient besoin d'un endroit où s'arrêter. Ces abris rudimentaires ont clairement été bâtis autrefois pour accueillir les voyageurs traversant cette vallée inhospitalière. Enfin, notre destination est en vue. La Wagir prend sa source un peu plus haut, quelque part derrière un énorme glacier. Oh, fabuleux! C'est pas merveilleux, ça? Merci. Nous y voilà. En fait, il y a 2 grottes. On voit qu'elles continuent un peu plus loin, mais il y en a aussi une autre là-bas. On va devoir aller dans l'eau pour mesurer la vitesse du courant et évaluer le volume sortant. Mais pour vous donner une idée de l'altitude où on est, si vous vous trouvez au niveau de la mer et que vous allez vous balader, nous, on est 4500 mètres plus haut. Il y a un souffle d'air froid qui sort de cette grotte. J'en ai des frissons. Attention. Top. Le courant est aussi fort que celui de la Chilep. Je vais à présent mesurer la longueur de la rivière.
j'obtiens 459 km depuis la grotte glacée jusqu'à la confluence avec l'Oxus. C'est donc bien le plus long affluent qui continue à couler. La Ouagir est bien actuellement la source de la Moudaria. Nous avons entamé notre périple à Sarad. Nous avons suivi le fleuve jusqu'au lac Chakmaktin. Puis nous sommes montés dans la vallée glaciaire de la Ouagir. Cette magnifique rivière prend sa source sur le toit du monde. Elle s'étend sur plus de 2500 km. J'ai marché sur les traces de certains des plus grands explorateurs du monde pour éclaircir le mystère de cette ancienne voie navigable. Après tout ce temps et tous ces débats, finalement, l'important, ce n'est pas la source. Ce sont les extraordinaires civilisations auxquelles elle a donné naissance. Pendant des milliers d'années, l'Oxus a véhiculé hommes et idées dans toute l'Asie centrale, vers l'Est comme vers l'Ouest. J'ai le sentiment d'avoir un peu mieux compris ce qu'a pu vivre Alexandre lors de sa campagne éreintante dans ces cols de montagne. Il y a plus de 2300 ans, il revendiquait le contrôle de voies remontant aux origines de l'humanité. Aujourd'hui, ce paysage sans égal est presque désert. Ne reste plus que les refuges de montagne et des monuments érigés à la mémoire de ceux qui ont péri en chemin. Mon périple de 6 mois touche à sa fin. Je suis parti de Grèce comme Alexandre et j'ai parcouru près de 7000 km jusqu'aux frontières orientales de l'Afghanistan. Le puissant roi de Macédoine a échoué dans sa dernière conquête, contrairement au victorieux Dionysos. L'immensité de l'Inde a fait capoter ses plans. Au fil du temps, une grande partie des terres qu'il avait conquises ont été perdues à cause du changement climatique ou de la guerre. Toutefois, des vestiges fascinants de forteresses et de temples ont survécu. Ils témoignent de l'existence de villes et de comptoirs commerciaux spectaculaires tout au long de l'Oxus, à l'âge du bronze. Les victoires d'Alexandre ont fait de lui une légende. Mais son plus grand héritage, c'est la découverte de l'extraordinaire civilisation qui prospérait jadis sur ces terres aujourd'hui abandonnées. Elle constitue une part importante de notre histoire et a façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui.